Bonjour à tous et bienvenue dans la saison 2 de C'est dans mes gènes, le podcast de l'Institut Imagine. L'Institut Imagine, c'est près de 1000 personnes qui travaillent à mieux comprendre et soigner les maladies génétiques rares qui concernent une personne sur 20 à travers le monde. Cette série d'épisodes s'organise autour de 3 grandes thématiques: les actus, qui mettent en lumière l'actualité et les évolutions au sein de l'Institut Imagine, les pourquoi-comment pour expliquer clairement les projets de l'Institut et comment son travail aide à soigner les maladies génétiques, et la voix des patients qui donne accès à la parole aux patients, à leurs familles, pour mettre en lumière leur rôle indispensable dans la recherche. Aujourd'hui, dans la série des actus, à l'occasion des Journées du patrimoine, nous allons évoquer le bâtiment de l'Institut Imagine, dans cet épisode qui s'intéresse à l'architecture au service de la science. Et pour ce faire, nous avons le plaisir de recevoir aujourd'hui l'architecte de l'Institut Imagine, Bernard Valero, associé pour ce projet à Jean Nouvel. Bonjour Monsieur Valero. Bonjour à tous, merci de me recevoir et de m'écouter. Alors pour débuter notre entretien, Monsieur Valero, est-ce que vous pouvez vous présenter en quelques mots ? Bernard Valero, je suis architecte dans une agence qui s'appelle Valero Gadan associée à Paris depuis pas mal d'années. Une agence d'une trentaine de personnes et nous réalisons tout type de projets. Ça va de bâtiments comme l'Institut Imagine, donc on va bâtir des bâtiments de santé, de l'enseignement, de la recherche, beaucoup de logements, des bâtiments scolaires. En fait, on n'a pas de niche particulière, on travaille sur tous les projets intéressants. Et actuellement, on travaille sur l'extension, restructuration complète de l'hôpital de l'Hôtel-Dieu à Paris. Un bâtiment énorme, existant, que tout le monde connaît, au pied de Notre-Dame. Et ça fait partie de notre travail quotidien, c'est-à-dire travailler sur la santé, mais une santé un peu particulière, assez axée sur le soin, j'allais dire, le soin social, en quelque sorte. Alors si on revient à l'origine du projet de l'Institut Imagine, quels étaient les enjeux lors de la création du bâtiment ? Alors, comme vous le savez, c'est un projet qui repose sur un concours qui a été lancé en 2009. Et comme tous les types de concours que l'on fait, on reçoit un cahier des charges et des médecins, chercheurs expliquent en quelque sorte pendant une réunion d'information. C'est important de le dire parce que les gens ne savent pas comment on travaille. Il faut une réunion d'information. Les chercheurs comme Arnold Munich, Alain Fischer, Stanislas Lyonnet, qui sont les chercheurs éminents de l'Institut Imagine, ou Claude Risselli, et ils présentent en quelque sorte ce cahier des charges lors d'une réunion commune avec tous les architectes. On était 4 ou 5, je crois. Il y avait Porzampar, Archistudio, des grands noms. Et ils expliquent en quelque sorte pourquoi ils font ce bâtiment, quels sont leurs souhaits, comment ils voient la chose, enfin, comment ils imaginent la spatialité, mais de manière assez succincte, puisqu'ils ne mordent pas sur notre travail. Mais en tout cas, ils expliquent à tous comment ils ont conçu ce projet et comment ils espèrent le recevoir à la fin lors de la remise de nos dossiers. Donc ça, c'était en 2009. C'est un concours où nous étions associés avec une entreprise. C'est un concours un peu particulier. On était déjà avec un entrepreneur. Et donc, on a fait ce projet en 2009 et on a essayé de répondre au plus près de leurs attentes, à savoir associer la recherche clinique, c'est-à-dire quand vous recevez les patients dans la journée pour les examiner, et la recherche tout court, donc la recherche médicale qui se passe dans le bâtiment. Donc, c'est un bâtiment qui intègre en tout cas ces deux fonctions, ces deux rôles, recherche clinique et recherche tout court, avec des laboratoires de type L1, L2, L3, qui sont des laboratoires un peu particuliers. Et donc les chercheurs qui reçoivent les patients dans la journée sont les mêmes qui ont des responsabilités dans des différents labos de recherche en fonction des pathologies, en fonction de leur recherche génétique à chacun. Voilà. Donc, et ce bâtiment s'implante à l'angle du boulevard Montparnasse et de la rue du Cherche-Midi. C'est un bâtiment assez important qui fait 20 000 mètres carrés, qui coûtait pas cher, 40 millions d'euros pour l'époque, avec une animalerie au sous-sol et un site de conférence internationale, enfin une salle de conf qui leur permet d'avoir des relations avec les différentes instituts du monde entier qui pratiquent les mêmes recherches pour mettre en commun leurs recherches et leurs découvertes en quelque sorte. Donc voilà, il y avait trois thèmes: une animalerie, la recherche clinique, la recherche et puis un centre de conférence sur un bâtiment qui est fait à peu près une trentaine de mètres de hauteur à l'angle du boulevard Montparnasse. Alors justement, pour nos auditeurs qui ne connaissent pas ou qui n'ont pas visité le bâtiment, quelle est l'organisation spatiale de l'Institut Imagine ? Alors, le particulier architectural, il y a le dehors et il y a le dedans, hein, c'est un peu le principe de l'architecture. Donc, de dehors, on a traité un bâtiment, j'allais dire presque un bâtiment furtif. Quand on passe sur le boulevard, c'est à peine si on le voit, pourtant il est énorme, avec un traitement de façade vitrée entièrement, sur lequel on a sérigraphié une protéine, qui est une protéine d'une maladie rénale, je crois, avec une espèce de traitement en sérigraphie
sur les faces du verre qui nous a permis d'identifier le bâtiment en quelque sorte depuis l'extérieur en lui donnant une caractéristique particulière, c'est que chaque vitrage du bâtiment a sa carte ADN, ce qui était un peu une relation entre le dedans et le dehors, puisque c'est un bâtiment qui travaille sur les maladies génétiques. On s'était dit, bah, chaque plaque de verre, en tout cas, aura sa carte, elle aussi, génétique. Et quand on passe, on voit ce bâtiment, comme je dis, assez furtif, où on constate cette sérigraphie qui sont des formes de tachisme sur la façade. Et on souhaitait avoir effectivement cette marque de fabrique à l'extérieur. Donc on n'a pas la sensation de ce qui se passe dedans, on ne sait pas très, très bien ce qui se passe à l'intérieur. Et en fait, ce qu'on voulait après, c'est qu'on ait une grande découverte, une forme d'émerveillement quand on rentre dans l'atrium principal où sont reçus les patients à rez-de-chaussée dans un atrium qui doit faire une trentaine de mètres de hauteur. Et la démarche qu'on a eue et que j'ai eue, c'était de mettre en relation les patients et les chercheurs sous une forme de synergie et d'interaction. C'est-à-dire que quand je suis patient, je vois les chercheurs dans les étages et quand je suis chercheur, je sais pourquoi je cherche parce que je vois dans le vide les patients qui attendent au rez-de-chaussée. On comprend très bien quand on est sur place cette forme d'atrium important qui permet de mettre en relation le chercheur et le patient, quoi, en quelque sorte. C'était une vraie volonté de recréer cette dynamique et aussi une dynamique entre chercheurs. Il faut savoir que jusqu'à ce moment-là, les bâtiments de recherche comme celui-là n'existaient pas et que la recherche se passait un peu partout dans les hôpitaux parisiens, Necker entre autres, avec beaucoup de chercheurs. Mais bon, on arrive dans un service un peu banal et un médecin vous recevez, on essaie d'identifier votre maladie, vous repartez, puis voilà quoi. Là, c'est devenu la maison de la recherche, c'est la maison de toutes ces maladies génétiques et aujourd'hui, une famille qui est atteinte de ces problèmes, sait où aller et elle sait que c'est chez eux, quoi. Voilà, donc c'était un peu ça le principe de retrouver un lieu unique, de recherche pour, toutes ces maladies qui sont des maladies orphelines complexes, en sachant que, bah, plus il y a de découvertes sur un malade et que plus il y a de malades avec la même pathologie, plus la recherche va se mettre en marche, en quelque sorte. Donc c'était ça l'idée. Mais, bon, je recommande d'aller visiter le bâtiment parce que dehors, dedans, c'est pas la même chose. Alors justement, pour nos auditeurs qui ne connaissent pas ou qui l'ont pas encore visité, quelle est l'organisation spatiale du bâtiment? Alors, l'organisation spatiale, à l'époque, avant les principes de comment ça s'appelle? De sécurité contre le terrorisme et autres, le bâtiment avait 2 entrées, enfin, il en a toujours 2, mais il y en a une qui était plus praticable pour les patients et l'autre qui était plus pour les chercheurs sur le boulevard Montparnasse et un accès direct depuis l'hôpital Necker. C'est-à-dire depuis l'intérieur de l'hôpital, quand on vient pour d'autres examens et qu'on a besoin de retrouver l'hôpital Imagine, l'Institut Imagine, on passe par l'intérieur du jardin de l'hôpital Necker. Mais historiquement, on pouvait aussi passer par la rue, qui est la rue du Cherche-Midi ou Vaugirard, je sais plus à cet endroit-là, et on pouvait rentrer directement, j'allais dire par l'arrière, mais ce bâtiment n'a pas d'arrière, il n'a pas d'avant, il a 2 entrées et sur le boulevard Montparnasse, c'est une entrée un peu plus emblématique, on va dire, assez comprimée, c'est une entrée très basse puisqu'on était contraint par les hauteurs. Donc on a une sensation et ça a toujours été un peu ma démarche, de comprimer les acteurs quand ils arrivent pour pouvoir découvrir l'atrium, une sensation spatiale un peu particulière qui fait qu'on passe d'une compression à une dynamique verticale et à rez-de-chaussée, donc comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est, l'accueil des patients dans un vaste atrium à rez-de-chaussée qui, reçoit 12 box de mémoire, qui font chacun 18 mètres carrés dans un grand atrium, planté, avec un énorme bac planté au centre sur lequel on a positionné un banc et qui permet aux patients d'attendre face à ces 12 box, avec des circulations assez larges pour permettre aux gens à la fois d'attendre, mais aussi de cheminer pour aller vers les consultations. Il faut savoir que quand on a une maladie génétique, bon, c'est pas le cas pour tout le monde, mais en général, les gens ne viennent pas tout seuls, les enfants sont accompagnés. Donc ça peut être le père, la mère, la fratrie, qui vous voulez. Donc pour une personne qui vient en consultation, c'est deux trois personnes qui attendent, quoi. Donc c'est pas une salle d'attente, commune, puisqu'on a à peu près 600 mètres carrés de salle d'attente pour 12 box, ce qui doit être la plus grande salle d'attente du monde, je pense. Voilà, avec des patients qui attendent face à des box plus grands, de 18 mètres carrés et qui permettent d'avoir aux médecins la pratique et de recevoir ces différents patients. Après, au-dessus, dans l'atrium, on perçoit des grandes coursives, un peu comme dans un bateau, et toutes ces coursives donnent sur des laboratoires de 70 mètres carrés qui sont répartis de part et d'autre de l'atrium. Et tous ces laboratoires, donc la recherche se pratique là-dedans.
avec des espaces pour les post-doctorants, parce qu'il y a beaucoup de chercheurs qui bossent, beaucoup de futurs médecins ou en tout cas de futurs biologistes ou chercheurs qui sont là, donc qui écrivent des thèses en plus. Et ces laboratoires de 70 mètres carrés peuvent être associés et couplés, soit par 2, soit par 3, soit par 4, pour faire de très grands labos, soit 140 mètres carrés, soit 210, soit 280. Pourquoi 280? Parce qu'en dessous de 300 mètres carrés, et là c'est plus de la technique, on n'a pas besoin de désenfumer un local. C'est-à-dire qu'il peut faire moins de 300 mètres carrés sans avoir de problème de désenfumage pour l'incendie. Et donc ça permet aux chercheurs d'évoluer, c'est-à-dire d'avoir une recherche qui peut rester dans un laboratoire simple de 70 mètres carrés, qui était l'espèce de maître étalon, et puis de pouvoir se développer sur 4 labos et faire 280 mètres carrés de recherche d'un seul tenant. C'était pratiquement tout un côté de l'étage, en quelque sorte. Et ça permet aux chercheurs de se regrouper ou de travailler dans une même dynamique, en quelque sorte. Et puis après, au-dessus, quand vous montez, vous avez une salle qu'on appelle la cafétéria, qui est accessible uniquement aux personnes qui travaillent, 400 ou 500 personnes. Donc c'est une cafette avec 2 grandes terrasses qui ont la vue sur tout Paris. C'est assez improbable de se retrouver à cette hauteur-là. Enfin, vous allez me dire, quand vous montez en hauteur, vous voyez forcément la Tour Eiffel, mais c'est là qu'on a souhaité mettre les grandes terrasses accessibles pour pouvoir prendre la vue. Et il y a une salle de conf qui est en dessous, en gradin, et qui permet d'accueillir des conférences, des symposiums ou même des activités extérieures à l'Institut. Et ça permet d'avoir donc de regrouper des chercheurs qui, avec des visioconférences ou des choses comme ça, peuvent traiter et faire des confs un peu internationales avec un peu le monde entier. Donc c'était un peu la tête du bâtiment. Tout en haut, c'est un petit peu soit le lieu de convivialité, parce qu'une salle de conf, c'est aussi un lieu de convivialité, soit un lieu d'expression un peu différent. Mais bon, voilà les strates, c'est-à-dire la recherche au rez-de-chaussée, les étages la recherche clinique au rez-de-chaussée, avec l'accueil des patients, et puis les étages où il n'y a plus que des chercheurs, il n'y a pas de patients. Il faut savoir que c'est un institut, donc les enfants ne dorment pas ici. On vient en consultation externe et on voit l'évolution du traitement ou pas. Et puis après, dans les étages, c'est uniquement de la recherche pure, on va dire. Et je crois que l'entrée de la lumière dans ce bâtiment a été travaillée de façon particulière, n'est-ce pas? Oui, alors en fait, ce qui est important dans la médecine, enfin dans la médecine, dans tous les bâtiments, j'allais dire, la qualité spatiale d'un bâtiment, elle repose sur l'entrée de la lumière. Comme disait, comme disait l'autre, c'est le jeu savant des volumes sous la lumière, et c'est un peu ça. C'est-à-dire donner des lieux de vie et des lieux de travail, d'accès aux patients qui sont quand même dans une grande détresse, hein, faut se mettre à leur place. On ne sait pas ce qu'on a et on ne sait pas ce qu'on va découvrir, donc c'est pas terrible. Donc d'avoir l'accueil des patients, c'est primordial, mais aussi de donner des lieux d'attractivité aux encadrants et au personnel. Et quand je dis personnel, c'est pas que les profs de médecine, hein, c'est tout le monde. Il y a que être content de venir travailler dans son bâtiment parce qu'il est blanc, parce qu'il est lumineux, parce qu'il est bien insonorisé, parce que la lumière, quelle que soit l'heure de la journée, sauf la nuit bien sûr, la lumière naturelle pénètre ces 30 mètres de hauteur et rentre jusqu'au fond du bâtiment sans aucun problème. Ce qui fait qu'on a un atrium baigné de lumière, très blanc, très calme. Enfin, il y a un espace d'une grande sérénité, éclairé naturellement. On nous avait dit: «Vous verrez, les enfants, ça fait du bruit, machin». Bon, il y a quelques enfants turbulents, mais ça, comme tout le monde. Mais sinon, c'est très calme quand on rentre ici. Les gens sont assis, attendent et puis voilà, quoi. Et c'était un peu notre rôle de leur donner un lieu apaisant, en quelque sorte. Parce que, bon, il y a des, il y a des solutions et des diagnostics qui sont pas terribles à entendre, je pense. Et autant pour les praticiens que pour les patients, on a besoin de leur donner un lieu de vie à la hauteur de leur travail, quoi. Donc la lumière naturelle, partout, dans tous les locaux. Alors l'Institut a ouvert ses portes, il y a plus de 10 ans maintenant. Aujourd'hui, avec 10 ans de recul, est-ce que le pari est gagné? Bah, ça serait prétentieux de dire oui, mais je vais quand même le dire, parce que ça fait toujours plaisir de recevoir la lettre que j'ai reçue de Stanislas Lyonnet une fois, il y a 2 ans ou 1 an, sur lequel il m'écrivait qu'ils étaient contents de travailler là et que ça marchait bien et que j'avais à peu près compris leurs souhaits. Mais c'est surtout de retourner physiquement et ça fait à peu près 10 ans que je pratique le bâtiment puisque mon mécénat à moi, c'est d'aller les aider dans la continuité. C'est-à-dire quand il y a quelque chose à modifier ou à arranger ou à trouver des astuces ou, par exemple, en ce moment, essayer de modifier la structure même des laboratoires avec eux. Les gens m'accueillent, j'ai ma carte, je rentre, je sors et il est toujours aussi blanc, il est toujours aussi lumineux, il est toujours aussi propre.
Je vois des gens qu'on leur donne l'impression d'être bien là, ils font leur travail, et des patients qui attendent. Donc le système, pour l'instant, je dirais, de fonctionnement reste le même. J'ai pas l'impression que le bâtiment nuit à la qualité de leur vie, de leur travail, en tout cas de leur attente. Donc c'est pour ça que je dis que c'est à peu près réussi. Maintenant, ce qu'il y a, c'est que ce bâtiment doit pouvoir évoluer. C'est ce qu'on est on est en train de faire. Donc la structure, je l'avais pensée de manière assez intelligente, puisque le bâtiment porte de façade à coursive. Et ce qui fait que les espaces de travail intérieurs sont totalement libres de structures porteuses. Donc de pouvoir casser ces fameux laboratoires et de les faire plus grands, et de modifier la structuration de l'objet pour évoluer avec les recherches qui changent. Je disais, il y avait des paillasses, il y a beaucoup de paillasses prévues un peu à l'ancienne de recherche avec des tubes, c'est pas comme on l'imagine, quoi. Et puis de moins en moins, parce que la recherche se modifie dans sa pratique. Et donc, il faut que le bâtiment puisse continuer à évoluer, parce qu'il a que 10 ans et il est toujours jeune. Après, notre rôle à nous, c'est d'accompagner. Moi, je dis toujours que c'est un de mes enfants. Donc, pour l'instant, il a que 10 ans. Il a appris à marcher, il fonctionne bien, et il faut continuer à l'aider à se développer. Et c'est un peu le rôle de tous les parents. Donc, moi, je fais pareil avec lui, quoi. Un grand merci, Monsieur Valero, de nous avoir éclairé sur la superbe architecture de l'Institut Imagine au service de la science. Merci à tous d'avoir écouté cet épisode de C'est dans mes gènes. Si vous avez apprécié cet échange, pensez à partager ce podcast autour de vous pour sensibiliser le plus grand nombre aux maladies génétiques rares et aux actions de l'Institut Imagine. Et pour ne rien manquer de nos prochains épisodes, abonnez-vous dès maintenant sur votre plateforme d'écoute préférée. À très bientôt pour un nouvel épisode de C'est dans mes gènes, le podcast de l'Institut Imagine, produit par l'agence Pyramidal Communication.